Bonjour et bienvenue sur Radio Sécurité, Dossier OVNI, l'émission, une émission spéciale autour du rapport du Pentagone qui a été livré le 12 janvier dernier. Et avec nous pour en parler, faire un décryptage de ce rapport-là, et que tout le monde connaît maintenant, Luc Dini, qui est le président qu'on rappelle, président de la commission Sigma 2 de la 3F. On rappelle que c'est l'association aéronautique astronautique de France, ingénieur des constructions aéronautiques. Alors Luc, ce rapport du Pentagone, rappelle, 12 janvier dernier, 12 janvier 2023, donc on est à peu près un peu plus d'un mois après. Qu'est-ce qu'il dit? Qui l'a pondu d'ailleurs ce rapport au niveau du Pentagone? Alors, on va dire c'est le Pentagone, mais en fait c'est un petit peu plus détaillé que ça. Luc. Alors, Michael, bonsoir. Et effectivement, pour rentrer en matière, ce rapport est issu d'une structure qui était temporaire depuis 2020 et qui a été confirmée en fait pendant l'année 2022 par le Pentagone et en fait par le président Biden. Cette structure, elle est bicéphale. Elle comprend un organisme qui s'appelle l'AARO pour All Anomalous Resolution Office. Autrement dit, l'organisme qui s'intéresse à toutes sortes d'engins ou d'objets de nature non identifiée. Alors toutes sortes, ça veut dire tout milieu, spatial, aéronautique, maritime. Ça, c'est la nouveauté. Et Resolution Office, pour dire, eh bien, ils sont chargés de mener des enquêtes, de réunir les informations pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et ce que c'est. Cet organisme, qui dépend du Pentagone, dépend et est rattaché en même temps à l'ODNI, qui est l'Office du directeur de la National Intelligence américaine. C'est-à-dire qui est l'interface des différents services de renseignement, FBI, CIA, NSA, etc., pour réunir les informations que détiennent ces services-là vis-à-vis de la défense. Donc il y a une jonction, en fait, entre les organismes de défense et les organismes de renseignement au travers de cette structure. Une vraie coordination de l'information et du renseignement. Une vraie coordination de l'information, du renseignement, et donc ils ont pour mission d'expliquer ce que sont ces phénomènes, ces objets qui sont observés dans le ciel américain, mais pas que, sous la mer, on y reviendra, voire dans l'espace. Et donc, quand on parle d'espace, quand on parle de milieu aérien, ils ont aussi un lien avec l'aviation civile américaine, la FAA. Ils ont un lien avec le NOAA, qui est en charge de tout ce qui est études et travaux océanographiques, recherche sous la mer. La NASA, bien évidemment. Dire, la NASA. Voilà. Et le NASIC, qui est l'organisme qui fait la tenue de situation aéronautique et spatiale pour les États-Unis. Alors je ne cite pas tous les organismes, il y en a d'autres, mais voilà pour donner l'environnement. Donc on est bien sur une organisation avec à l'intérieur une énorme coordination, une synthèse de toutes ces informations, renseignements autour de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils ont pour objectif évidemment de traiter toutes ces anomalies par tout un tas de données qui sont récoltées maintenant de manière officielle, alors qu'avant ça peut être fait de manière officieuse. En tout cas, ils ont pour mission de faire le point sur les données disponibles. Et on reviendra après sur le nombre de cas. L'inventaire qui a été fait en gros sur une vingtaine d'années. Ce qui n'était pas clair d'ailleurs lors du rapport précédent, parce que je rappelle qu'un premier rapport est paru au mois de juin 2021. Ce rapport a été émis à l'époque par l'ODNI déjà, donc ce bureau du renseignement national, et avec une structure qui a été mise en place dès 2020, mais qui était une structure temporaire qui s'appelait l'UAP Task Force. Voilà. Bon, l'UAP Task Force n'existe plus, c'est l'AARO maintenant, et encore une fois, il s'agit de données émanant de différents environnements, donc on ne parle pas que d'UAP, on parle des anomalies survenant dans différents milieux. Ça, c'est la grande nouveauté de cet organisme. Et notamment maritime.
Le point important dans ce nouveau rapport du Pentagone, qui, je rappelle, a été dévoilé le 12 janvier dernier, quelles sont les confirmations que tu as pu obtenir? Est-ce qu'il y a des nouveautés et des tendances? Alors, il y a d'abord des confirmations. C'est-à-dire que, partant des fameux 144 cas qui étaient évoqués à l'époque, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était à peu près sur 17 ans. 144 cas dont on disait que c'était les cas survenus depuis 2019. Alors déjà, en réalité, pas du tout. Ce qui ressort, c'est que ce sont des cas qui remontent à 2004. Recensement de l'époque, donc 144 cas depuis 2004, dont un certain nombre, évidemment, qui étaient des cas récents, relevés par les pilotes de l'US Navy, notamment dans la période 2014-2015. Alors, ce qui est assez incroyable, Luc, c'est qu'on rappelle, entre 2004, grosso modo, et 2021, on enregistre donc 144 cas recensés, et en l'espace d'une année, c'est ça, il y en a 247 nouveaux cas qui sont recensés, c'est ça? Absolument. Non seulement en un an, il y a beaucoup plus de cas, c'est le double quasiment de cas, qui sont recensés par rapport à une période de 17 ans. Pourquoi? Eh bien, les organismes américains expliquent parce qu'ils ont amélioré leur technique de travail, leur méthodologie. C'est l'explication qu'ils donnent. Après, on verra ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe très récemment. Donc, ils disent, voilà, on travaille mieux, on a établi des méthodologies, sans doute qu'on utilise mieux certains senseurs. Donc, en fait, l'explication en vient plus aux méthodes de travail qu'à une suractivité de ces phénomènes-là. Après, on peut en discuter. Deuxièmement, en plus, ils ont découvert qu'ils avaient 119 cas en attente dans les tiroirs qui dataient d'avant, enfin de 2004. Donc, en fait, ils disent, bon, ben voilà, il y a 119 cas, oups, on les avait oubliés, il faut les rajouter. Et puis, il y en a 247 nouveaux. Ce qui nous amène à un total d'environ 366 cas nouveaux. Un grand total avec les cas qui avaient été recensés avant, on est à plus de 500. Ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, sur les 366 nouveaux cas recensés, ils en ont expliqué 200, avec des causes diverses, hein, voilà, des ballons, disent-ils, qui peuvent dériver dans le ciel, on y reviendra, également des drones, on parle de drones chinois. Donc, voilà, 200 sur lesquels ils ont fait le point. Mais il en reste en gros, allez, 150. Et puis il y a quelques phénomènes aussi qui sont dans le coup, apparemment, phénomènes naturels. En fait, voilà. Mais en fait, il va en rester quand même un certain nombre, disons une bonne centaine, sur lesquels 171 apparemment 171 qui sont pas, sur lesquels on ne sait pas. On ne sait pas expliquer. Et ça, donc, ça pose la question de qu'est-ce que c'est, comment faut-il travailler pour percer en quelque sorte le secret de ce que c'est. Et là, pour l'instant, ils n'ont pas d'explication. Donc ça, on voit bien que c'est une confirmation. Ça se confirme qu'il y a des cas de phénomènes aérospatiaux, de panne. Les explications sont difficiles à trouver. Voilà. Il faut bosser, il faut croiser les informations, etc. Donc la conclusion n'est pas, 2 ans après, écoutez, finalement, il n'y a rien à voir. C'est qu'on confirme le trend. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait expliquer. On fait le tri. Et il y en a d'autres pour lesquels il y a un grand point d'interrogation. Ça, c'est je dirais, le premier élément qui confirme la tendance. Y a-t-il des nouveautés? Deuxième question. Oui, il y a des nouveautés. C'est-à-dire que on n'a pas, et il y a eu des commentaires de certains congressmen ou analystes qui étaient au fond un peu déçus sur le manque d'informations en termes de caractérisation. Il eût été intéressant, par exemple, de savoir dans les cas restants, les 171 cas, ceux qui proviennent d'un environnement aérien, ceux qui proviendraient d'un environnement spatial ou d'un environnement maritime. On n'a pas cette classification. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de caractéristiques non plus. Dans le rapport précédent, il pointait du doigt des caractéristiques tout à fait anormales.
là aujourd'hui, ils ont travaillé un peu les éléments de langage, et ils disent, bon, effectivement, il y a des cas qui, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, dont le domaine de vol présente un certain nombre de choses remarquables. Mais au fond, ils ne sont pas, comment dire, très directs dans la caractérisation, finalement, de ces cas qui échappent à l'explication. Parce que sinon, on dirait, bah, écoutez, voilà, c'est un avion, c'est un ballon, c'est un oiseau, voilà, c'est un poisson. Bon, il n'y a pas de caractérisation. Ça manque un peu. En revanche, ce qui est nouveau, c'est au fond l'injonction à produire de façon systématique toute information provenant en particulier de phénomènes qui seraient signalés à proximité de sites stratégiques. De sites stratégiques nucléaires, de zones de stockage de charges nucléaires, des silos, des sous-marins nucléaires. Ça, c'est quand même complètement nouveau. Si on revient sur l'histoire américaine, bien sûr qu'il y a eu des signalements anciens qui ont été consignés dans l'affaire Blue Book, le dossier Blue Book, de signalements qui auraient été faits à proximité de bases américaines, de bases stratégiques, d'endroits où il y avait des silos. Mais tout ça a donné toujours une impression de flou artistique, de contradiction. Là, il n'y a pas de cas avéré, je dirais, dans ces zones-là. Mais pour autant, il demande un reporting systématique, et d'ailleurs pas que dans le domaine militaire, mais dans le domaine civil aussi, s'agissant de centrales, etc. Premier point. Deuxième point, qui est important, c'est qu'il demande à ce que soient rapportés tous les cas de rencontres rapprochées qui donc auraient un lien éventuel avec des effets physiologiques sur les témoins. Et d'ailleurs, ils font un lien quelque part avec le fameux syndrome de la Havane. Oui. Donc, à défaut d'apporter des témoignages comme ceux qui ont pu être signalés par Gary Nolan, qui est un chercheur de Stanford, qui s'intéresse à la fois d'ailleurs aux analyses de matériaux, on en reparlera peut-être une prochaine fois, mais aussi et surtout, parce que c'est son métier, aux effets physiologiques, aux analyses, je dirais, d'impact sur l'être humain. Là aussi, il demande donc que soient signalés systématiquement ces cas. Or, on sait bien, pour avoir traité ça dans le rapport que nous avons sorti en 2021, qu'un certain nombre de signalements ont été faits, d'effets physiologiques, après des rencontres avec des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc ça, c'est le deuxième point qui nous paraît être intéressant et qui ressort donc des tendances, en fait, affichées par l'ARO et l'ODNI dans le rapport qu'ils ont remis au Congrès. Alors, une fois je dirais, on est parvenu à ce point-là, quelles sont les conclusions, nous, auxquelles on arrive par rapport aux questions que nous nous posons. Mais il y a quand même, on voit quand même sur ces dernières années, avant que tu apprennes ça, c'est quand même, il y a un changement de posture quand même complète de l'État américain et même dans les prises de parole, puisque, bon, ce qui est assez intéressant, et je suis obligé d'en parler, Luc, de ça, c'est que dimanche dernier, donc on était le dimanche 12 février, aujourd'hui je le rappelle, nous sommes le jeudi 16 février, il y a une déclaration de la Maison-Blanche qui est sortie et qui a disparu. Enfin, alors quelle est-elle cette déclaration? Pourquoi il y a une déclaration telle de la Maison-Blanche qui évoque quand même l'idée de dire qu'on ne sait pas ce que c'est ces phénomènes, ces ovnis, on ne peut pas exclure qu'elles soient extraterrestres. Je me trompe ou pas? Alors oui, il y a effectivement des affirmations et des contradictions. D'abord, quant aux affirmations, et pour conclure sur le rapport, il y a bien une confirmation de changement de posture américaine sur la réalité des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et plus largement la réalité des phénomènes tout milieu, on va le dire comme ça, traduit en français, anormaux. Ça, c'est un changement qui est un changement radical, évident, par rapport à la posture qui fut la posture américaine après les années 60 et au fond jusqu'à 2020, oui, pour tout dire. Oui. Bon. Confirmation de ce changement de posture. Ce qui est important de dire, c'est que ce changement de posture se traduit en temps réel dans un contexte qui est un contexte, on va dire, opérationnel et de renseignement, d'intrusion dans l'espace américain
depuis le 1er février, enfin depuis fin janvier. La date exacte, je ne l'ai pas en tête. Ça, c'est l'actualité sur laquelle on dispose d'éléments qui sont très disparates, et on reviendra sur le partage des données juste après. Ces éléments ont un lien avec l'apparition dans le ciel américain d'un ballon, alors qui a été vu par plein de gens, au passage, il n'est pas discret, c'est un gros ballon qui fait je ne sais plus combien, 60 pieds, enfin la taille de 3 autobus, disent-ils, qui traverse le continent nord-américain avant d'être abattu par la chasse américaine. Donc là, on a un changement de posture et on a un changement de mode d'action, c'est très important, parce qu'il n'a jamais été question, dans l'histoire américaine, d'interception d'OVNI, du moins avérée, même si on s'en souvient, enfin pour certains en tous les cas, il y a un grand événement qui survient au-dessus de Washington, au-dessus de la Maison-Blanche, dans les années 50, s'appelle le carrousel de Washington. Carrousel de Washington, ce sont des objets lumineux qui traversent le ciel de la capitale américaine et qui vont être pris en chasse par des avions de chasse américains, sans être interceptés d'ailleurs. Voilà, ils sont suivis au radar, on envoie des intercepteurs, et puis finalement, résultat nul, pas d'interception. Mais ce truc-là marque l'histoire américaine et l'histoire de l'US Air Force. Et là, on a donc une première interception sur un gros ballon qui est visible, dont on dit qu'il est d'origine chinoise. Donc le gouvernement américain a pris une position en disant, voilà, c'est un ballon espion. Il est équipé de charges utiles de renseignement, de collecte d'informations. Donc ils envoient des chasseurs, ils envoient des U-2, enfin bref. Bon, donc, et là, de ce côté-là, ils finissent par le shooter. Bon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à partir du 1er février, se produisent d'autres événements qui sont assez étonnants, puisque, au fond, jusqu'au 12 février, on va avoir, entre le vendredi et dimanche de la semaine dernière, 3 autres objets qui sont abattus. L'un est abattu au-dessus du territoire canadien, dans l'espace aérien canadien, mais par un avion de chasse américain, à la demande du Premier ministre canadien, donc par un F-22. Bon. Et 2 autres, donc ça fait un deuxième objet. Et 2 autres objets sont abattus, pour l'un au-dessus de l'Alaska, et au final au-dessus, donc en gros, du lac Michigan, donc dans un cas, c'est un avion, un F-22 à nouveau, qui entre en action, qui tire un missile et qui donc shoot l'objet. On reviendra sur ce que c'est. En fait, on ne sait pas. Et le troisième, c'est un F-16 qui va donc, après avoir tiré 2 missiles d'ailleurs, pas un mais 2, semble-t-il, abat ce truc-là. Donc là, effectivement. Donc c'est suite à ça qu'il y a des déclarations de la Maison-Blanche. Il y a des déclarations de la Maison-Blanche et le président Biden, je crois bien samedi, fait une déclaration en disant qu'il demande la mise en place d'une structure, ou dimanche, d'une structure interservice, donc dépendant du Conseil de sécurité américain, national de sécurité, pour, au fait, contrôler la situation. Donc il y a une espèce d'accélération. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu, on va dire, une temporisation dans les discussions et le discours, c'est-à-dire de cette situation de crise du mois de dimanche, voire de lundi. Changement à nouveau de discours en disant, écoutez, bon, voilà, il ne s'agit pas d'extraterrestres, il s'agit d'OVNI, on pense savoir que ce sont des ballons, voilà, mais d'après les articles que l'on lit, parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations, les déclarations faites par les congressmen, dont Rubio, qui est beaucoup intervenu dans la jeunesse de cette organisation qu'on décrivait en début de discussion tout à l'heure, l'ARO, et en fait dit, écoutez, les informations qui sont divulguées derrière les portes auraient pu être transmises au peuple américain de façon plus ouverte, et au passage, on ne sait toujours pas ce que sont ces 3 objets. D'ailleurs, ont-ils été retrouvés, on les cherche, enfin voilà. Donc il y a un grand point d'interrogation. En tout cas, ce qui est plutôt rassurant, qu'ils sont entre guillemets abattus, donc ça veut dire que on est plutôt... Voilà, je dis rassurant entre guillemets. Mais pourquoi abattus. Cette opacité, justement, après quand même ces ouvertures du Patagone, de ce rapport, à la fois on voit beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'informations qui sont transmises, c'est du jamais vu. Alors, sur les... beaucoup d'informations, oui et non. On informe le public,
mais on ne transmet pas beaucoup de données. Je reviens d'ailleurs sur une des questions que nous nous étions posées tout début. Enfin, c'est mieux qu'avant quand même, Luc. Ah, si je me fais l'avocat du diable, c'est quand même mieux qu'avant. C'est complètement vrai ce que tu dis. C'est mieux qu'avant parce qu'il y a eu changement de posture, parce qu'on met en place une structure et qu'on va expliquer les choses. Ça, c'est vrai. En revanche, sur les 500 syndicats recensés depuis 2004, il n'y a pas une seule information, hormis ces fameuses vidéos qui se baladent depuis fin 2017. Ouais. Il n'y a pas une seule information, une seule explication mise sur la table pour dire voilà exactement ce que l'on a observé, ce qui est caractérisé. Je tiens à dire quand même que ça fait une différence, non pas, je ne suis pas pour faire de la publicité ou un cocorico français, voilà, mais lorsque une enquête est menée par le GEPAN, lorsqu'elle est menée même avec le concours de l'armée de l'air et de l'espace, eh bien, les dossiers qui sont rendus sont mis à la disposition du public. Ils sont consultables par Internet, téléchargeables, et on retrouve, sur un certain nombre de cas, y compris les contributions, les informations transmises par l'armée de l'air. On n'en est pas là. Dans ce cas, ce sont des organismes extrêmement sérieux qui font le boulot, mais pour l'instant, le public américain, et encore moins évidemment l'étranger, n'a accès aux informations. Ce qui est important, j'oubliais, mais je vais le dire quand même, c'est qu'il est question effectivement dans le rapport américain, et on l'a entendu dire dans les déclarations de ces derniers jours, qu'ils prenaient contact avec les alliés pour transmettre des informations, en tout cas exposer, je dirais, leur point de vue. Et ils l'ont redit effectivement il y a quelques jours, donc sans doute des informations ont été transmises à tel ou tel pays allié pour dire voilà ce que nous observons, voilà les caractéristiques, enfin on peut imaginer. Mais ça, c'est pas sur la place publique. Ok, merci Luc. Donc c'était une petite émission spéciale qui faisait état du rapport du Patagone. Je rappelle rapport du Patagone qui a été transmis le 12 janvier dernier. Et on voit effectivement que ça il y a une confirmation en tout cas sur une structure qui collecte et qui coordonne l'ensemble des informations, l'ensemble des renseignements, mais qui va expliquer. Mais pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas expliquées encore. Et qui agit pour partie, en tous les cas, l'US Air Force, qui est restée muette sur ces sujets-là. Sans doute ont-ils échangé des informations au sein de la structure, mais ça, on ne l'explique pas à l'extérieur, ils sont acteurs. Là, ils ont été acteurs en temps réel pour mener des missions d'interception sur des objets inconnus dans l'espace aérien américain et canadien. Super Luc, merci beaucoup. Donc encore une fois, c'était une émission spéciale dossier OVNI sur ANews Sécurité qui faisait état du rapport du Patagone du 12 janvier dernier. Nous, on se reverra très prochainement pour une nouvelle émission plus longue, cette fois-ci avec d'autres invités. Donc dans quelques semaines. Merci beaucoup Luc. Merci Mickaël. À très vite, à bientôt. Au revoir. À bientôt.